Bonjour à tous, vous suivez l'édition du journal de la mi-journée, les dominantes de l'actualité. Antonio Luis Santos da Costa est le lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2025. Le président du Conseil européen et ancien Premier ministre du Portugal a été honoré au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan lors de la cérémonie de remise du prix ce jeudi matin. Le prix lui a été remis par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara pour sa 7e édition ouvre ses portes ce vendredi matin. Près de 1000 exposants et environ 500 000 visiteurs sont attendus cette année. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a présidé la cérémonie d'ouverture au Parc des Expositions d'Abidjan. Et puis en République démocratique du Congo, le Sénat lève les immunités de l'ancien président Joseph Kabila. L'institution a voté ce jeudi à une large majorité en faveur de la dite décision. Il est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays. Voilà pour le prologue, bienvenue dans le 13h. On ouvre ce journal avec le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2025. Il a été attribué à Antonio Luis Santos da Costa, président du Conseil européen et ancien Premier ministre du Portugal. Il a été choisi pour son engagement en faveur du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable. À ses côtés, un prix spécial a également été décerné à la Fondation Azoukar, d'origine équatorienne. Fatou Fofana. Pour rendre hommage à l'action du président Félix Houphouët-Boigny en faveur de la paix dans le monde. C'est un rendez-vous majeur pour la paix et la diplomatie internationale. En l'espace d'une matinée, le temps d'une distinction, Abidjan a revêtu les attributs de capitale de la paix ce jeudi 22 mai. Cette paix si chère au père fondateur de la nation ivoirienne. Le président Félix Houphouët-Boigny vit à jamais à travers son idéal et son œuvre de paix. Le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix en est un symbole fort et intemporel. Pour l'édition 2024, le jury international présidé par le docteur Denis Mukwege l'a décerné à Antonio Luis Santos da Costa, ancien Premier ministre du Portugal et actuel président du Conseil européen. Par ces prix, nous saluons votre défense du multilatéralisme et vos efforts pour faire avancer les idéaux de paix et de justice qui, dans un monde sans cesse plus interdépendant, représentent la seule voie à suivre pour relever les grands défis de l'humanité et de la planète. L'UNESCO joue un rôle central dans l'organisation et la remise de cette prestigieuse distinction créée en 1989. Un prix né de l'Afrique, mais un prix résolument mondial, comme en témoigne la liste impressionnante de ses récipiendaires. Un prix qui nous rappelle que la paix ne se contente pas d'une simple coexistence ou même d'une pratique de la tolérance, fût-elle soutenue. La paix a aussi besoin de leaders, d'hommes et de femmes qui s'engagent pour l'action publique, qui incarnent la paix et qui la défendent. Notre lauréat cette année a pris ce risque et cet engagement de l'action publique. Je veux enfin ici témoigner de toute ma reconnaissance à la Côte d'Ivoire, à la République de Côte d'Ivoire et à son président. Antonio Luis Santos da Costa est récompensé pour son engagement en faveur du dialogue et de la cohésion sociale à l'échelle internationale. Distinction qu'il appelle à l'introspection et à la responsabilité. Je m'ai interrogé pourquoi j'ai mérité ces prix. Heureusement, je n'ai jamais eu besoin de signer un traité de paix et je ne me suis jamais engagé dans une négociation pour la paix. Mais j'ai compris que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de la guerre. La paix, c'est avant tout nous faire connaissance, nous comprendre, nous dialoguer et par l'éducation et la culture, promouvoir des valeurs qu'on peut nous rassembler dans un esprit commun de notre planète. Recevoir ces prix représente une énorme responsabilité pour moi. Par les nouvelles fonctions que j'assume
et dans le cadre desquels je dois continuer à défendre les valeurs pour lesquelles ce prix a été créé et à le faire rayonner. La paix entre les nations, l'humanisme entre les êtres, la solidarité entre les citoyens, les droits de l'homme partout dans le monde. Un prix spécial a par ailleurs été décerné à la Fondation Azucar, représentée par Sonia Viveros, pour son travail en faveur des droits des afrodescendants et de la justice sociale en Amérique latine. Le chef de l'État ivoirien, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, est revenu sur toute l'importance que revêt ce prix pour lui, pour la Côte d'Ivoire et pour le monde. Nous sommes heureux et honorés d'accueillir pour la 3e fois cette cérémonie en terre ivoirienne. La promotion de la paix est indissociable de l'encouragement et de la reconnaissance des actions des hommes et des institutions de bonne volonté qui agissent dans ce domaine. C'est la quintessence même de la philosophie qui prône le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO. Cher lauréat, M. Antonio Luis Santos da Costa, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations en votre qualité de Premier ministre du Portugal, puis de président du Conseil européen depuis décembre 2024. La recherche du compromis et de la paix sont les constantes de votre engagement politique. Vous vous êtes toujours distingué comme un grand défenseur du dialogue et du multilatéralisme. La cérémonie de ce jour est également une occasion de célébrer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui a fait de la recherche de la paix un sacerdoce politique, une seconde religion. Depuis, le credo de la politique ivoirienne a toujours été la construction et la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, suivant les jalons posés par le premier président ivoirien, a su répondre au rendez-vous de l'histoire en demeurant fondamentalement hospitalière. Le président Alassane Ouattara n'a pas manqué à cette occasion de rassurer quant au maintien de la paix en Côte d'Ivoire en cette année électorale. Cette année 2025 sera marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais indiquer que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la paix et la stabilité, de même que la concorde nationale. C'est le lieu d'inviter l'ensemble de la population ivoirienne à s'approprier les idéaux de paix du président Félix Houphouët-Boigny et à privilégier en toutes circonstances l'intérêt national. Vive le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. La remise de cette importante distinction a aussi permis de célébrer le pluralisme et la diversité culturelle, vecteur de rapprochement. Le Ballet national de Côte d'Ivoire a exécuté une fresque du chorégraphe ivoirien Georges Monboy intitulée « L'envol des colombes de la paix ». La Côte d'Ivoire, pays de paix, d'amour, de solidarité, de fraternité vraie. Depuis 36 ans, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix se propose d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Il est ainsi décerné pour la 3e fois sur le sol ivoirien. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara, pour sa 7e édition, ouvre ses portes ce vendredi. Cet événement met l'accent cette année sur les systèmes de transformation agroalimentaire, condition indispensable à la souveraineté alimentaire de l'Afrique. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a présidé la cérémonie d'ouverture
ce matin au Parc des Expositions d'Abidjan. Cette édition du Sahara vise près de 1000 exposants et environ 500 000 visiteurs. Lors de la cérémonie, le chef du gouvernement en a profité pour décliner les 11 axes du projet agricole de la Côte d'Ivoire. On l'écoute. Le président Alassane nous a demandé de mettre l'accent sur les éléments suivants. Premièrement, la diversification des cultures de rente. Deuxièmement, la transformation locale sur plusieurs niveaux des cultures de rente par l'accélération de l'agro-industrie. Troisièmement, l'amplification de la production des intrants de grande qualité. Quatrièmement, la mécanisation des exploitations agricoles. Cinquièmement, l'amélioration des rendements pour limiter les cultures extensives et protéger ainsi nos forêts. Sixièmement, l'accélération de la productivité. Septièmement, la lutte contre l'impact négatif des changements climatiques. Huitièmement, la migration vers l'agriculture 2.0 et plus tard vers l'agriculture 3.0 en intégrant de façon judicieuse l'utilisation de l'intelligence artificielle. Huitièmement, l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs fiers de faire de lance d'une Côte d'Ivoire nouvelle, fière de son agriculture. Neuvièmement, l'autosuffisance alimentaire basée sur des exploitations de nouvelle génération qui s'appuieront sur l'émergence des agropoles dont actuellement un certain nombre sont déjà en activité. Dixièmement, l'accélération de la praticabilité des routes agricoles en toute saison. Onzièmement, les méthodes de conservation des productions vivrières pour réguler le marché et assurer la stabilité des prix à la consommation. On parle technologie avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation qui a lancé le forum Ivoire Tech ce mardi à Abidjan-Cocody. Mettre en place un fonds pour développer les startups locales investies dans la digitalisation est le sujet au centre de cet événement qui se tiendra du 9 au 11 juillet prochain. En prélude à ce programme, des échanges avec les Émirats arabes unis ont eu lieu en présence de Nadège Kassi, Khalil Diomandé, Barnabé Conan et Vakassa Karamoko. La Côte d'Ivoire, ambitieuse d'être un hub digital en Afrique, s'apprête à accueillir les pays de la sous-région pour l'Ivoire Tech Forum. Ce rendez-vous, qui se tiendra du 9 au 11 juillet, vise à connecter les startups numériques ivoiriennes et africaines au reste du monde, mais aussi à mettre en lumière les talents des jeunes en matière de technologie et les opportunités d'investissement. Cette première édition propose une programmation ambitieuse et inclusive, articulée autour de 5 grands axes structurants. La connectivité, la digitalisation, la confiance numérique, l'innovation et les compétences numériques. Nous devons accompagner nos jeunes en mettant en place tout simplement le fonds de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Et ce fonds-là sera l'occasion d'appeler mes pairs africains. J'aimerais que les jeunes saisissent cette opportunité pour visiter le forum, pour nouer des partenariats féconds, pour mettre en place des instruments financiers forts, pour accompagner les startups, pour accompagner les jeunes, pour que la création tienne compte de nos réalités. Nous voulons voir une Afrique qui crée son monde technologique. Nous voulons voir une Afrique qui s'écoute et qui répond aux problématiques que nous avons. Peu avant le lancement de l'Ivoire Tech Forum, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté, s'est entretenu avec une délégation des Émirats arabes unis. Au cœur des discussions, les possibilités d'investissement dans le secteur de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire.
Au chapitre politique, on tente de prévenir les tensions avant la présidentielle d'octobre 2025. C'est l'objectif que se fixe la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI. La délégation a été reçue par la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, au siège de l'institution à Abidjan. Conduite par Daniel Boni-Claveri, elle est venue échanger sur le processus électoral. Reportage Abigail Niava. Échanger sur les enjeux politiques actuels et contribuer à un climat électoral serein, c'est dans cet esprit qu'une délégation de la coalition de l'alternance politique Cap Côte d'Ivoire a été reçue au siège du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Conduit par Daniel Boni-Claveri, la délégation a exprimé ses inquiétudes et formulé des propositions en vue de la présidentielle 2025. Nous tenions vraiment à faire connaître à Madame la Présidente et à tous ses collaborateurs quelle était cette coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la volonté que nous avons de pouvoir réformer le système électoral avant des élections, afin que nous puissions avoir des élections que tout le monde souhaite apaiser. Nous ressortons très, très satisfaits parce que nous avons eu cette écoute. Officiellement lancée le 10 mars dernier, la CAP Côte d'Ivoire prépare un grand meeting le 31 mai à Abidjan. Elle plaide notamment pour une réforme de la commission électorale indépendante, la révision de la liste électorale, ainsi qu'un dialogue régulier entre les différentes forces politiques du pays. Au cours de cette rencontre, nous avons fait meilleure connaissance avec cette coalition. Nous avons pris bonne note des points évoqués, qui seront traités, évidemment, et remontés à l'autorité afin que des solutions soient trouvées. Et nous allons en tout cas faire le plaidoyer par rapport aux recommandations qui ont été portées à notre connaissance. À quelques mois du scrutin, les échanges entre institutions et acteurs politiques se poursuivent dans un contexte marqué par des attentes autour de la transparence et de l'équité du processus électoral. Ce mardi 20 mai 2025 à l'École nationale d'administration, les auditeurs de la première promotion du master professionnel en gouvernance des politiques publiques ont initié une conférence pédagogique. Elle tournait autour d'un thème d'actualité, bonne gouvernance et attractivité des investissements en Côte d'Ivoire. Une occasion pour ces futurs administrateurs d'interroger le lien entre gestion publique efficace et développement économique. Marina Mazan, Grace Kando et William Begré. La bonne gouvernance, levier d'attractivité pour les investissements en Côte d'Ivoire. Le sujet est au centre d'une rencontre à l'École nationale d'administration ENA. La cible, les auditeurs en master de gouvernance des politiques publiques. Nous sommes édifiés à la suite de cette conférence-là parce qu'aujourd'hui, nous pouvons compter parmi les personnes qui sont à la première ligne pour permettre à ce que la lutte contre la corruption soit une réalité en Côte d'Ivoire, comme l'est initié aujourd'hui par la haute autorité de la bonne gouvernance. On souhaite qu'au-delà de cette question-là, qui est de faire la formation avec les élites, de permettre à ce que ces formations puissent continuer au niveau de la maternelle, au niveau des écoles secondaires, pour permettre dès le bas âge à nos enfants, à nos petits-enfants, de pouvoir être imprégnés déjà des questions de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance. Ces échanges ont permis d'approfondir leurs connaissances sur le lien entre gouvernance et développement économique et de mettre en lumière le rôle des institutions dans la création d'un climat favorable aux investissements. Je les ai entretenus sur le concept de la bonne gouvernance, sur le concept de l'attractivité des investisseurs. Donc, je leur ai fait comprendre qu'il était clairement établi que lorsqu'on fait de la bonne gouvernance, cela attire forcément les investissements étrangers, même les investissements nationaux. Au-delà de l'exercice académique, cette conférence s'inscrit dans la volonté de la haute autorité pour la bonne gouvernance de contribuer à la formation des cadres publics engagés pour une administration intègre, transparente et performante. Dans le cadre de la coopération ivoiro-américaine, les élèves de l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville ont été soumis à des séances de formation. Cette initiative a pour objectif de leur apprendre à travailler en équipe. C'était récemment au sein de l'EMPT de Bingerville. Mariam Sangaré, Abou Sanogo, Philippe Soro et Sambou Sissoko.
Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation de Côte d'Ivoire et celui des Affaires étrangères de l'Italie signent une convention. Cet accord de partenariat a pour objectif d'assurer une souveraineté digitale à la Côte d'Ivoire. Dans le secteur agricole, nous sommes engagés dans des projets qui ont en valeur, on a discuté ce matin, le ministère des Affaires étrangères, des diverses centaines de millions de dollars. Et ce sont des secteurs de l'agriculture primaire dans lesquels on va porter des entreprises italiennes. Il faut pouvoir, à partir des technologies numériques, donc à partir de la digitalisation, voir comment booster la productivité de notre agriculture. Et les technologies numériques sont une opportunité à saisir. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de la signature de cette convention. Qui renvoie à une politique d'aide au développement des pays du tiers-monde, à éradiquer les causes liées à l'immigration et à développer la coopération énergétique entre l'Italie et les pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Le Fonds de développement de formation professionnelle FDFP lance une tournée nationale d'évaluation de ses antennes régionales. Ce périple s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de décentralisation et de proximité. La première étape s'est faite à Bouaké. Les administrateurs de l'Institut sont venus à la rencontre des acteurs locaux pour adapter leurs actions aux réalités du terrain. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Une mission du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP en tournée nationale d'évaluation pour apprécier le fonctionnement de ces structures décentralisées. Conduite par Bliblé David, représentant du président du comité de gestion du FDFP, première étape de la mission, l'antenne régionale de Bouaké. Cette initiative vise à rapprocher nos services de nos partenaires et à favoriser une meilleure prise en compte des réalités locales. Il est essentiel que nous comprenions encore ensemble les défis rencontrés sur le terrain afin de proposer des solutions toujours plus adaptées aux attentes des bénéficiaires. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de participation active des parties prenantes au service du développement des compétences et de l'inclusion professionnelle. Je ressors satisfait des échanges que nous avons eus de façon assez claire, sans faux fuyant, de façon transparente donc, avec l'ensemble des membres du comité de gestion. Une centaine de jeunes formés ont reçu leur attestation de fin de formation à l'occasion de cette visite. Grâce au FDFP, on a eu nos 100 jeunes qui ont pu participer, bénéficier à cette formation de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui ont un bagage très important qui pourra les aider à s'installer à leur propre compte. En marge, le projet de formation d'une cohorte de 250 jeunes de Bobo a été lancé. Ils seront formés dans la production et la commercialisation du manioc. Notons que le FDFP a été créé en 1991 dans le cadre du programme de valorisation des ressources humaines. À Nation, ville située à 272 km de la capitale du Béquet, la jeunesse vivait il y a peu la 6e édition des Assises des jeunes de la localité. Il s'est agi de mûrir réflexion sur les moyens d'insertion socio-professionnelle des jeunes et l'auto-emploi a été unanimement choisi comme solution. D'ailleurs, les 10 meilleurs acteurs de développement de Nation ont été récompensés. Didier Nguessan, Zia Apollinaire. Cohésion sociale et insertion professionnelle des jeunes. C'est sur ce thème qu'ont porté les réflexions des Assises de la jeunesse du département de Nancy, la 6e édition du genre. Il s'agissait de promouvoir l'employabilité des jeunes ainsi que leur implication dans le développement du département. Les organisateurs misent sur l'auto-employabilité à travers les initiatives entrepreneuriales des jeunes de Nation. Nous sommes déterminés à engager toute la population du département de Nation à travailler sur les questions de paix et de cohésion sociale à l'approche des élections présidentielles. J'appelle les jeunes à s'engager davantage pour aller dans les hameaux et villages, parler de paix et de cohésion dans notre département. 10 acteurs du développement local ont été récompensés. Ayam Sokro, le 3e site du village SOS de Côte d'Ivoire, cette année souffle sa 10e bougie. La célébration est placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara, une défenseur inlassable des droits de l'enfant. Les festivités marquant ces 10 ans d'existence ont déjà démarré et vont s'achever avec la soirée gala ce samedi 24 mai
dans la capitale politique ivoirienne. Et puis, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce jeudi 22 mai, dans la soirée, une large majorité, la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Cette décision autorise ainsi la justice militaire à engager des poursuites à son encontre. Il est accusé de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'Est du pays. On termine ici la première partie de ce journal pour faire place à l'actualité sportive. Et je reçois pour ce périple de l'actualité sportive Samuel Metch. Bonjour Samuel. Bonjour Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors on entame tout de suite avec la conférence de la Confégès avec la Côte d'Ivoire qui accède à un poste clé de l'organisation. C'est clair, à l'issue de la 40e conférence ministérielle des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie tenue à Rabat, la Côte d'Ivoire a été portée à la vice-présidence de l'institution. Des détails avec Moyabi Diabaté. Parmi les décisions phares de la 40e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie figure la reconduction de Mme Louisette René-Toby au poste de secrétaire générale pour un nouveau mandat de 4 ans. Il faudra consolider les acquis. Il y a des choses quand même que nous avons faites. Il faudra continuer à les consolider et surtout nous battre contre la crise du multilatéralisme. Vous savez aujourd'hui que dans beaucoup de pays bailleurs de la Confégès, l'aide au développement a drastiquement été réduite. Autre moment fort de cette conférence, le Maroc a été désigné pour assurer la présidence de la Confégès. La Côte d'Ivoire, quant à elle, accède à la vice-présidence de la conférence. La Côte d'Ivoire adhère donc pleinement aux recommandations du symposium sur les métiers professionnels de la jeunesse et du loisir, soutient l'idée que le sport et les loisirs peuvent et doivent être des leviers de réalisation des objectifs de développement durable, en contribuant à préserver la dignité humaine, à promouvoir l'égalité des chances et à lutter contre la pauvreté. Dans le prolongement de cette dynamique, la Côte d'Ivoire a été choisie pour accueillir la 41e conférence ministérielle de la Confégès en 2027. On parle à présent de MMA, Samuel, avec ce sport où un Ivoirien vient d'accomplir une prouesse. Et oui, la capitale ivoirienne Abidjan a vibré le samedi 17 mai dernier au rythme du chapitre 3 du gala de MMA Eric Favre Nation. Une soirée mémorable marquée surtout par des combats de très haut niveau avec l'Ivoirien Ulrich Mozou qui a conservé sa ceinture. Et Sojan Silver nous en dit plus. La journée du samedi 17 mai 2025 a été marquée par le combat de l'Ivoirien Francis Ulrich Mozou, alias Samson, détenteur de la ceinture Eric Favre. En bon stratège, Mozou a vaillamment défendu son titre dans la cage devant son public. Avec une belle prise, il met hors d'état de nuire le Tunisien Sadok El Kefi après seulement 2 minutes 43 secondes. Ces autres combattants ont livré des duels de haute facture, surtout dans la catégorie des poids lourds. Chez les plus de 100 kilos, le Sénégalais Adama Correra dit à Dafas a, après 1 minute 17 secondes, mis KO dans le premier round le Burkinabé Mano Israël. Le 9e combat de la soirée qui mettait aux prises le Nigérian Amao Sodik et l'Ivoirien Marcel Yao a tourné à l'avantage du Nigérian qui l'emporte par KO technique suite à une blessure de Marcel. Le seul combat féminin du chapitre 3 de la Ligue Eric Favre Nation entre la Togolaise Cynthia et la Nigériane Okori a été remporté par la Nigériane. C'est toujours intéressant de voir un peu l'évolution des combattants, de voir un petit peu leur technique qui évolue, de voir leurs conditions physiques. Et vous verrez que le chapitre numéro 4 sera encore complètement différent puisqu'il aura lieu à Montréal. Avec l'avènement de la Ligue Eric Favre Nation, le rêve de ces jeunes Africains, férus de sport de combat et pétris de talent, est devenu une réalité. Et nous achevons le tour de l'actualité sportive de ce vendredi avec naturellement le programme de la 59e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. C'est en football bien entendu avec des affiches assez intéressantes ce week-end. Le stade d'Abidjan sera face au RCA donc ce samedi 24 mai à 18h au stade Robert Champroux de Marcory. Un peu plus tôt sous le coup de 15h. Le même samedi, Sol FC va en découdre avec le FC San Pedro. En tout cas un face-à-face que tout le monde attend, il faut le savoir. Le
le Stade d'Abidjan est sur le chemin donc d'accomplir un doublé parce que déjà champion de Côte d'Ivoire au niveau du championnat national. Merci infiniment Samuel Mette d'être passé sur ce plateau et à grandir nos connaissances en matière sportive. Merci. On vous retrouvera vendredi prochain si tout va bien. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi sur la chaîne qui rassemble.